Bonjour à tous et bienvenue dans Cult Technique pour une nouvelle vidéo de presque qualité. Je suis avec l'ami Kerr. Kerr, comment tu vas? Et je sais que tu t'es mis dans la couleur du dollar pour nous préparer le point pognon. Comment tu vas? Eh ben, ça va très bien, mon cher Greg. J'espère que vous allez bien. Vous aussi, on est content de vous retrouver pour une vidéo de news. Et tu as parlé de point pognon. Bah, mon cher Greg, je te propose de commencer tout de suite par ça, un point pognon très rapide, avec quelques scores aux US. Pour vous dire que le dernier Conjuring, donc la Nonne 2, fait un démarrage plutôt moyen. Et alors, les critiques sont catastrophiques. Pour ce qui est d'Equalizer 3, eh ben, c'est le meilleur démarrage pour la franchise avec Denzel Washington. C'est un peu ballot puisque c'est le dernier. Donc ça va peut-être leur donner des idées d'en faire encore. Donc voilà, et du côté par exemple de Blue Beetle, c'est toujours catastrophique pour le film. D'ici, on fait un point au niveau international. Sur l'année 2023, ça n'a pas bougé par rapport à la dernière fois où on en a parlé dans les news. Barbie est le plus gros succès de l'année 2023, et là vraiment le film a pris une belle longueur d'avance sur Super Mario. C'est d'ailleurs assez étonnant que Barbie n'arrête pas sa course comme ça aussi facilement. Le film avec Margot Robbie a passé les 1,4 milliard de dollars engrangés à travers le monde, donc ça c'est très fort. Super Mario, donc ça fait de Barbie le actuellement 13e plus gros succès de l'histoire, en course pour dépasser le 12e. Donc on est quand même, mine de rien, sur du poids lourd. Super Mario Bros est deuxième, donc, et alors la vraie sensation pour moi, c'est Oppenheimer. Enfin, c'est vraiment le succès qui m'étonne le plus. Oppenheimer qui est à quasiment 900 millions de dollars à travers le monde. Au moment où vous regarderez cette vidéo, le film aura dépassé. Rappelons quand même que c'est un biopic, que ça dure 3 heures, que c'est R-rated, que ça a battu tous les Disney de l'année. Ça a battu Fast and Furious, ça a battu Transformers, Indiana Jones. Enfin, si on m'avait dit en début d'année que le Oppenheimer de Nolan, qui allait sortir en plein milieu de l'été, allait cartonner à ce point, je ne l'aurais pas cru, et je ne l'aurais encore moins cru si on m'avait dit que deux films de mi-juillet sortis le même jour, dont Barbie et Oppenheimer, allaient occuper la première et la troisième place du box-office de l'année. Ça, vraiment, c'est un cas unique dans l'histoire du box-office, à mon avis, mais c'est même quasiment sûr. Et parlons un petit peu d'autres surprises. Le film Meg 2 marche plutôt bien. Presque 400 millions de dollars récoltés à travers le monde. Il est devant Indiana Jones. Et voilà pour le point pognon. Mon cher Greg, à toi, quelle est ta première news? Alors, ma première news, c'est une news que j'ai écrite en tout petit et donc je n'arrive pas à lire là tout de suite. C'est sur la petite sirène, ça j'en suis sûr. Donc la petite sirène, en fait, il y a une agence d'estimation des stats sur les plateformes de streaming qui a sorti le fait que ce serait un des plus gros succès de Disney+. Donc je rappelle, hein, Disney+, aux États-Unis a les films très très peu de temps après. Nous en France, on a la chronologie des médias où légalement les films ne peuvent pas sortir sur la plateforme aussi rapidement. Et du coup, ils annoncent que, en fait, pour vous donner une idée, la petite sirène aurait fait 16 millions de vues en 5 jours. Pour vous donner une idée, c'est ce qu'aurait fait Hocus Pocus 2, qui aurait été un succès à l'hiver dernier, aussi important que ça sur Disney+. Et pour donner une idée, la série Ahsoka, le premier épisode, lui aurait fait 14 millions de vues la première semaine. Et là, je suis un peu curieux, parce qu'en fait, le truc, c'est que je suis allé regarder, par exemple, sur IMDb, le nombre de notations qu'il y avait sur Ahsoka. Il y a à peu près 9000 votes par épisode. 9000 votes par épisode pour une série, c'est pas mal, mais c'est loin d'être dingue. C'est-à-dire que je suis allé comparer avec d'autres plateformes ou d'autres séries. C'est incroyablement en dessous d'un Stranger Things, d'un Mandalorian première saison qui était 5 fois plus. Donc, alors très vite, ça va à 30 000 votes. Donc en fait, c'est vrai que nous, on n'a pas de moyens vraiment, les stats ne sont pas publics, mais je suis quand même un peu perplexe sur la capacité à Disney Plus à faire des succès,
puisque, en fait, si quand ils font un succès, un film apparaît et un succès c'est aussi fort qu'une série, et la série comparée à d'autres séries, c'est pas fou. Enfin, tu vois un peu où je veux en venir, Kerr. Est-ce que tu as l'impression que Disney+, on parlait du fait que Disney était un peu dans la tourmente, est-ce que Disney ne serait pas un peu en train de galérer, et il y aurait tellement de moins en moins de personnes qui sont engagées avec leur série que, en fait, un gros succès, c'est quelque chose de médiocre pour une autre plateforme. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, je suis tout à fait d'accord avec toi et je suis intrigué, moi, on en avait déjà parlé, hein, par le nombre de notes sur IMDb, parce que c'était le cas notamment sur la saison 3 de Mandalorian. On trouvait ça anormalement faible. Et si on compare, par exemple, le dernier épisode d'Ahsoka qui fait beaucoup parler, et qui a d'ailleurs une excellente note, il a été noté 13 000 fois. Comparons à The Last of Us, l'épisode 3, c'est 220 000. C'est incroyable la différence. Alors vous allez me dire, l'épisode 3 fait beaucoup réagir, il y a eu beaucoup de review bombing. Bah non, parce qu'en fait la note de l'épisode 3 de The Last of Us est excellente. Et les autres épisodes de la série, c'est 100 000. Donc je suis d'accord avec toi que là sur IMDb il y a un problème. Mais il y a un autre truc moi qui m'intrigue dans ce que tu dis, enfin, qui m'a fait réagir sur Ahsoka, et qui, comme là on est à 14 sur Ahsoka, à 16 sur la petite sirène, je peux dire la même chose. C'est que globalement sur les derniers chiffres, il y a à peu près 150 millions d'abonnés à Disney. Plus. Alors la petite sirène n'est pas sortie partout sur Disney+, mais est quand même sortie sur beaucoup de marchés. Globalement, on peut dire quoi? Qu'il y a une personne sur 8 qui est abonnée à Disney+, qui l'a regardé. C'est pas mal, mais à mon avis, c'est pas incroyable. Et pour Ahsoka, il y a quand même eu une communication qui était très très fourbe au niveau des articles. Alors, pas de Disney directement, mais je pense qu'il y a eu un peu d'influence. Il y a eu beaucoup d'articles qui ont dit oui, il y a une audience à un démarrage canon pour Ahsoka. C'est au-dessus de Andor. Oui, d'accord. Mais c'est moins bien que Mando, que Boba, qu'Obi-Wan et tout. Donc, ouais, j'ai un peu de mal. Je suis pas sûr, moi, que Ahsoka soit vraiment un succès, hein. J'ai même de très très gros doutes, hein. Un succès populaire. Et la petite sirène, pareil, j'ai un doute. Mais après, ça vient juste de sortir, hein, donc faut lui laisser le temps de décoller. Changement de ton complètement. On passe de la petite sirène et de ses marées houleuses à l'UFC. Et oui, en fait, pour les fans de combat, alors les fans de combat de l'UFC en cage à la MMA et les fans de ring de la WWE, eh bien sachez que les deux viennent de fusionner. Alors pour être plus précis, les sociétés viennent de fusionner. Et tout ça maintenant appartient à un groupe qui s'appelle le Endeavor Groups. Et ils ont surnommé cette branche, ils ont donné en nom à cette société qui possède les deux maintenant, le TKO Group. Et donc le TKO, maintenant, va être un groupe qui à la fois possédera l'UFC et la WWE. Ça me fait un peu marrer parce que le catch enfin voilà, je sais qu'il y a des fans de catch, moi je suis pas trop fan de catch, pour moi c'est juste des gens qui font semblant et qui en plus se défoncent leur vie pour faire semblant, et que ce soit avec l'UFC, j'ai trouvé ça marrant. Petite news. C'est à toi mon cher K. Ouais. Et alors, tu parles des méfaits du catch sur le corps. Je vous invite à regarder le film de Darren Aronofsky qui s'appelle The Wrestler avec Mickey Rourke, que j'ai trouvé extraordinaire. J'ai une news, mon cher Greg, un truc que bon, on avait dit qu'on regarderait pour nous, mais que je vais quand même dévoiler. On participe rarement à des soirées people avec influenceurs, petits fours, etc. Mais là, le 9 septembre, on a fait un truc, allez, à paillettes, il faut le dire. Même si ça n'a pas été très médiatisé, on était invité au mariage de Chris Evans et d'Alba Batista, qui se sont mariés. Alors c'est le point gossip de l'émission. Qui c'est Alba Batista? C'est l'héroïne de Warrior Nun, la série Netflix qui a été annulée. Et elle s'est mariée avec Captain America. Donc la soirée était très sympa, hein. On a discuté avec Chris Hemsworth et compagnie. Tu avais mis ton plus beau costume, mon cher Greg. J'avais mis mon plus beau jogging. Bref, une très belle soirée. Pour revenir à un truc plus, on va dire, mainstream, One Piece a été renouvelé pour une saison 2. Et c'est le créateur de One Piece, Eiichiro Oda, qui l'a annoncé dans une petite vidéo diffusée par Netflix, où il tease notamment l'arrivée de Chopper dans la saison 2, donc le médecin.
iconique. Alors, le truc, c'est que avant l'officialisation, il y a eu des fuites. Et une des fuites, c'était qu'ils espèrent au moins, les créateurs, faire 6 saisons de One Piece. Et ils disent qu'avec le contenu du manga, ils espèrent même aller beaucoup plus haut et faire 12 saisons de One Piece. Alors 12 saisons sur Netflix, c'est quand même très ambitieux. Après, si ça prend vraiment et qu'il y a une hype après chaque saison, pourquoi pas. En tout cas, la première saison a été un carton, donc voilà, la saison 2 est commandée, c'est logique. Un sujet qui va te faire plaisir, mon cher Greg, dans la news suivante, puisque quand il y a les annonces Star Wars, à plusieurs reprises, tu as fait la remarque de d'ici là, ça peut changer. Eh ben, nous avons un changement dans les d'ici là, ça peut changer. Rappelle-toi qu'ils ont annoncé, il y a quelque temps, qu'ils allaient faire une série télé sur Lando Calrissian, avec Donald Glover aux commandes de la série, derrière à la prod, mais aussi devant pour interpréter Lando Calrissian jeune. On rappelle que Donald Glover, donc l'acteur notamment de Community, et Childish Gambino, si je dis pas si j'écorche pas son nom de rappeur, qui est un excellent acteur d'Atlanta aussi, il a joué Lando Calrissian dans Solo, Star Wars Story. Et c'était prévu en série télé. Et ben, ça a changé, mon cher Greg, puisque maintenant, c'est prévu pour être un film. Alors, la question que je te pose, parce que moi, je suis très sceptique, est-ce que tu penses réellement que ce film va voir le jour un jour? Bah, j'ai envie de dire, moi, si tu me demandes, j'ai l'impression que non, mais tout est possible avec nos amis chez Star Wars. Ils peuvent annoncer un film qui n'existera jamais, ils peuvent annoncer un film dont la moitié des équipes en interne n'ont même pas l'air d'être au courant de son existence. Ils peuvent nous sortir un truc de derrière les fagots qui aurait été préparé depuis des plombs. Moi, je suis vraiment bien curieux. Tu vois, même le film sur Ray, je pense que même lui, potentiellement, il peut ne pas sortir, quoi. Donc, j'ai vraiment hâte. Et alors, celui qui est censé être celui qui avance le mieux, mais où j'ai le plus de mal à croire qu'ils vont arriver jusqu'au bout, c'est celui qui est, dont ils n'arrivent pas à dire qu'il est. C'est un film un peu christique sur les origines de la Force, les origines des Jedi. Ça, je ne sais pas comment ça va parler au grand public. Je suis circonspect, comme on dit. Et toi, Kerr, puisque tu ne t'es Ouais, pas exprimé. je le suis et je vais rajouter une petite pierre à ton édifice. Il y a deux éléments. Il y a une D23 cette année, donc ils vont encore annoncer plein de choses. Et en annuler plein sans le dire. Et il y a Sean Levy, le réalisateur de Deadpool 3, qui actuellement est en train de parler beaucoup de Deadpool 3. Il commence la promo de manière assez brutale. Il profite notamment de la grève, ce qui lui laisse un peu de temps pour discuter dans les magazines, etc., sur les sites. Et il a dit que il était sur un projet Star Wars et qu'il espérait pouvoir avancer sur ce projet Star Wars dès qu'il avait terminé Deadpool 3. Donc, d'où sort ce projet Sean Levy? En tout cas, voilà. Il y a encore pas mal de choses. Après, bon, est-ce que Ahsoka est un succès? Est-ce que ça va pas refroidir les ardeurs de Disney? On va voir. Il y a plein de choses qui sont pour moi écrites au pointillé pour l'instant. Et puisque je parlais de Deadpool, je vais finir là avant de te rendre la parole, mon cher Greg, sur le film justement. Sean Levy a dit que comme c'était le dernier film de Hugh Jackman normalement en Wolverine, il voulait à tout prix que Hugh Jackman porte le costume iconique jaune et bleu de Wolverine. Qui à l'époque d'ailleurs s'appelait Serval en VF en France. La VF c'est d'ailleurs souvent en France principalement. Figure-toi que Sean Levy a dû se battre avec Disney pour obtenir le droit d'avoir ce costume qu'il a réussi à avoir, puisqu'il y a des photos de Hugh Jackman en costume jaune et bleu donc sur le tournage. Le tournage est arrêté pour l'instant, donc avec la grève des acteurs et des scénaristes. Et Sean Levy, alors il a dit que déjà, le film allait être super. Donc ça, en termes de langue de bois, on est plutôt pas mal. Il a dit que le film allait être très brutal et que ça allait être particulièrement R-rated.
Donc on va voir. Il a dit un truc qui est intéressant. Il a dit ils avaient fait en sorte de tourner le plus possible en extérieur pour avoir le moins possible d'environnement numérique. Et c'est l'occasion de rappeler que cette fois c'est officiel, les personnes qui bossent sur les effets spéciaux chez Marvel, se sont bel et bien syndiqués et ils s'organisent de plus en plus. Voilà, mon cher Greg. À toi. Jean-Michel, à toi. À toi. Du coup, eh bien, mon cher Kerr, à ton avis, quel est le plus gros marché dans le monde du streaming pour Netflix, pour Disney+, quel est le marché, quel est le continent qu'ils veulent le plus, qui est le plus gros, sur lequel ils récupèrent le plus de pépettes? Est-ce que tu sais? Alors non, mais c'est pas l'Arctique. Tu peux me faire Ça, un globalement, top on est 3? d'accord. Top 3, je Imagine. vais dire Amérique du Nord, Asie, Europe. D'accord, donc tu mets Amérique du Nord, Asie, Europe. Eh Ouais, bien, ouais. déjà, tu as mis l'Asie en deuxième, ce qui est pas mal. Mais Ouais. sache qu'en fait, il y a des estimations en ce moment qui sont sorties de la société Ampere Analyse, qu'a ressorti Hollywood Reporter. Et du coup, Ampere Analyse estime que en fait, l'Asie sera première d'ici très peu de temps, d'ici 2024, donc dans quelques mois, et qu'ils estiment qu'il va y avoir 390 millions d'abonnements mensuels, de foyers abonnés, ce qui est absolument colossal, que l'Europe va être à 110 millions 600 000 abonnements, et que les États-Unis seront à 110 millions. C'est-à-dire que c'est les États-Unis, donc l'Amérique du Nord, donc États-Unis, Canada, serait donc le troisième marché. C'est un changement énorme puisque à l'origine de la sortie des plateformes, les États-Unis étaient le plus gros marché. Et du coup, eh bien, pour répondre à leur nouveau public, et puis surtout, c'est pas des associations caritatives, hein, donc ils sont surtout là pour récupérer des brousoufs, eh bien, il y a des Ampère Analyse et Hollywood Reporter disent qu'il y a déjà un très gros shift sur l'investissement et où va l'investissement de ces plateformes pour faire du contenu, pour vous faire des films, pour vous faire des séries, à vous et à votre petit porte-monnaie. Et du coup, eh bien, c'est déjà le cas pour Netflix, puisque par exemple, 43% de toutes les séries qui vont sortir sur l'année prochaine sont faites en dehors des États-Unis. Donc on voit Netflix comme, en gros, c'est un truc où il y a globalement des trucs d'Américains pour faire les Américains, et on voit bien qu'il y a des séries qui arrivent d'Espagne, d'Italie, de Corée, pour n'en citer quelques-uns. Et en fait, c'est un mouvement qui est intensifié et qui est beaucoup plus fort que ce qu'on pensait. J'aurais pas dit que 43% des contenus sortaient du reste du monde. Et visiblement, eh bien, les autres plateformes sont en train de courir là-dessus et donc de retirer de l'argent et de l'investissement des États-Unis. Par exemple, Amazon Prime et Disney+ sont déjà à moins de 50% de contenu fait aux États-Unis. Donc, attendez-vous à voir plus de grosses séries qui sont les grosses séries australiennes qui va tout casser chez Disney+. Je pense à Bluey, qui est une série pour enfants qu'on aime beaucoup avec Care. Il y a la série Squid Game qui sort de Corée. Il y aura de plus en plus des gros événements qui ne seront pas américains. C'est la mondialisation, mon cher Kerr. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette internalisation de la production de ces plateformes? Eh ben, j'y crois beaucoup, mon cher Greg, à ce que tu viens de dire de cette étude menée par Ampère Analyse. Et je vais faire une petite blague d'électricien parce qu'Ampère Analyse, ils sont vraiment au courant des choses. Et voilà, mais je l'aime bien celle-là. Non, non, mais je trouve que c'est intéressant. T'as plus de Le jus. marché, ouais, il a plus. Ça se sent. Ouais, Bon, je vais juste ouais. quand même un peu tempérer mon propos. Il faut aussi penser pas qu'en nombre d'abonnements, mais aussi en revenus. Et en revenus, les États-Unis, enfin le marché nord-américain, puisque les abonnements sont plus chers que dans nombreuses zones pays d'Asie. Les États-Unis, par contre, en revenus,
rester premier, mais d'après Ampère Analyse, ça va changer. Ils ne représentent maintenant moins que la moitié et ils vont du coup très vite passer en dessous. Et c'est aussi pour ça que du coup, il y a ce changement d'argent redistribué de quel pays va pouvoir produire et s'en frottent déjà les mains des producteurs de plusieurs pays, notamment les Italiens, beaucoup de producteurs italiens qui avaient dit qu'ils voulaient profiter à fond de cette grève, des grèves aux États-Unis, pour justement produire et proposer de plus en plus de contenu aux streamers. Voilà. Je te laisse la Ouais. parole, mon cher Ken. Bah, je pense que l'emprise des États-Unis s'estompe et qu'ils risquent de péter les plombs. Voilà. Bah, puisque tu parles de plateforme et compagnie, moi j'ai vu un autre article très intéressant une étude sur les annulations de séries. Toi, t'as les fils qui Et se touchent pas. je vais te demander, à ton avis, quelle est la plateforme qui annule, plateforme encore existante, parce que la première c'était HBO Max. Quelle est la plateforme qui annule le plus de séries en pourcentage de création? Ouais, j'ai envie de te dire Disney, parce qu'on en a couvert tellement, mais Netflix doit pas être bien loin, hein. Eh ben, mon cher Greg, c'est en effet Disney qui annule 20% de ses créations. Donc voilà. Et bon, c'est facile, mais non, c'est pas facile. Tiens. Quelles sont les deux plateformes qui en annulent le moins? Il y en a une, c'est évident, et l'autre beaucoup. Alors, celle qui en a le moins, est-ce que Crunchyroll, ça marche? Non, C'est parce que tu veux pas la compter ou t'as pas les chiffres? non, non, c'est pas compté dans l'étude, donc je l'ai pas. Et parce que j'aurais mis Crunchyroll en tête. Et en deuxième, je dirais Amazon Prime. Pour l'instant, ils sont dans une politique de confirmation. Alors, ils ont annulé récemment Peripheral, mais ils sont en effet deuxième. Par contre, la plateforme qui annule le moins est de très très loin, c'est Apple TV+. De mémoire, ils en ont annulé qu'une, c'est la série avec le héros de Sons of Anarchy, Charlie Hunnam, parce qu'il y avait des problèmes de tournage et il y a eu des problèmes avec le Covid et tout, c'était très très compliqué, c'était des coûts et en plus le problème c'était que la série avait été pas top et avait pas rencontré son public. Donc ils l'ont annulé. Je vais faire une petite série de news. Es-tu prêt, mon cher Greg? Quelques annonces. Attends, je comme ça, prépare ici, mon là. corps. Vas-y, your body is ready? Ok, good, good. L'attaque des Titans, le dernier épisode sera diffusé le 4 novembre. Voilà. Donc, bon, pour l'instant, c'est encore, moi je trouve, assez flou sur est-ce que c'est un épisode 1, 2, 3 parties. Il y a eu des rumeurs qui disaient 2 épisodes qui dépassent les 1 heure. Enfin, globalement, l'attaque des Titans, la saison 3 touche à sa fin. Et c'est le 4 novembre, potentiellement, qu'on a la fin. Il y a une bande-annonce. Alors, ouais, il y a un truc. Ça, je vais le garder pour après parce que là, il y a vraiment un truc qui m'intrigue. Margot Robbie a défilé à Hollywood pour la grève des acteurs et elle s'est mangé une tonne de commentaires complètement stupides sur les réseaux sociaux. De gens qui se moquaient de sa tenue, de gens qui tenaient des propos sexistes, bon ça c'est on va dire classique, mais aussi de gens qui disaient qu'avec la tonne de dollars qu'elle a récolté sur Barbie, elle n'était pas à sa place. Rappelons qu'on l'a déjà dit plein de fois dans l'émission, les grandes stars hollywoodiennes font grève pour défendre ceux qui sont en difficulté. Et c'est l'immense majorité des acteurs qui aujourd'hui gagnent très mal leur vie aux États-Unis. L'immense majorité de ceux qui sont syndiqués dans le syndicat qui fait grève, plus de 70%. Et ce sont des personnes qui peuvent même pas avoir d'assurance santé. Donc le soutien de personnalités reconnues, c'est nécessaire. Oscar Isaac, par exemple, donc Podamon, lui gagne bien sa vie. Et il était cette semaine en train de manifester. La grève a connu un coup de mou avec une reprise de certains tournages, et notamment du show de Drew Barrymore, qui a repris son tournage sans scénariste. Et Drew Barrymore s'est excusé aujourd'hui pour ça. Donc la grève n'est pas complètement perdue et il y a un vrai enjeu dans cette grève. On en a déjà parlé à plusieurs reprises, on en reparlera dans une vidéo sur les IA. Mais il y a vraiment des gros enjeux. Et je pense que nous qui consommons du cinéma, on a tout intérêt à soutenir cette grève.
Et petit point sur Margot Robbie, oui, elle a gagné beaucoup d'argent sur Barbie. Elle a gagné actuellement estimé plus de 50 millions sur le film. Mais il y a le fait qu'elle est quand même l'actrice principale du film, qu'elle porte le projet sur ses épaules, mais aussi qu'elle est productrice du film. Et une partie des recettes, une partie du revenu de Margot Robbie dépendait des recettes du film. Or, le film est à 1,4 milliard au box-office, donc forcément, elle a récolté beaucoup d'argent. Et là, elle se prend donc une avalanche de commentaires. Je n'ai pas vu les mêmes commentaires sur Harrison Ford quand il a touché un pourcentage sur les recettes du Réveil de la Force. Voilà. Donc, petit coup de gueule. Petite info pour une formidable série, c'est le retour de For All Mankind, la série d'Apple TV+, donc l'Uchronie spatiale, qui reviendra pour sa saison 4 le 10 novembre. Elle se terminera donc cette saison 4 le 12 janvier 2024. Il y a 10 épisodes. Et l'actrice qui était excellente dans la saison 3, Jodie Balfour, aura un rôle moindre dans cette saison 4. Bon, elle sera toujours là. Et c'est d'ailleurs assez marrant. Allez regarder le teaser. Vous verrez que Joel Kinnaman, le héros de la série, a pris un sacré coup de vieux, puisqu'il y a un saut dans le temps de 7 ans. Entre la saison 3 et la saison 4. Et je vous conseille chaudement de regarder cette série. Le final de la saison 2 est un des meilleurs trucs que j'ai vu en série télé de la décennie. Voilà. Et puis, tiens, j'ai envie de te faire... une petite news sur Jonathan Cohen, tiens, puisque Jonathan Cohen faisait la promo du film Sentinelle sur Prime, et il a dit qu'il travaillait sur une potentielle suite du Flambeau, donc qui était déjà la suite de La Flamme. Et donc on va pouvoir spéculer, mon cher Greg, sur quelle va être l'émission qui va être au cœur de la parodie menée par Cohen et sa bande. Jonathan Cohen qui sera bientôt à l'affiche du film Dali, où il jouera Salvador Dali, pour Quentin Dupieux. Et c'est marrant puisque Quentin Dupieux a mis dans son dernier film Yannick, Raphaël Quénard en acteur principal. Et Raphaël Quénard, c'est l'acolyte de Jonathan Cohen dans Sentinelle. Voilà mon cher Greg, à toi. Ah mais non, tiens, dis-moi, quelle émission pourrait être parodiée dans le troisième émission de Jonathan Cohen? Moi, il y en a une que je préférerais aux autres. Moi, je voterai pour C'est pas sorcier. Alors, j'ai pas venir pourquoi. Déjà parce que j'aime bien C'est pas sorcier. De deux, parce que ça pourrait être marrant d'imaginer un Jamie qui part en flamme en permanence. À chaque fois, il y a une expérience, ça lui pète à la tête. De voir Fred qui est en train de se faire courser par un lion et de terminer, tu vois, décharné à chaque fois, il perd un membre. Je pense que C'est pas sorcier pourrait être énormissime en version marrante. Moi, je pense qu'ils vont sur des trucs un peu plus, on va dire, un peu plus populaires. Il y a plein de gens qui parlent de Pékin Express, etc. Bon, il y a un truc qu'ils pourraient faire, c'est L'amour est dans le pré, mais je trouve que l'émission s'y prête pas parce qu'elle est bienveillante, L'amour est dans le pré. Mais tu vois, t'as pas envie de la parodier. En fait, c'est assez marrant parce que moi, la télé, elle est pas branchée à la télé. Elle est branchée à Netflix, etc., etc. Et du coup, pour moi, la plus grosse émission télé, c'est pas sorcier. Parce que sur YouTube, c'est énorme, C'est pas sorcier. Et le deuxième truc... Non, pas à la télé française. Et le deuxième truc, c'est la NBA. De savoir que... tu me parles de Pékin Express, j'ai l'impression que c'est un truc has-been qui date d'il y a 15 ans, quoi. Je suis vaguement au courant que Koh-Lanta, c'est gros. Mais pour moi, Pékin Express, c'est un truc du passé, quoi. C'est comme si tu me disais, je sais plus, les Anges de la Tentation, ou je sais plus comment ça s'appelle. Mais le truc, c'est que pour moi, c'est vraiment des... Tu confonds les anges de... T'as fait un medley, les anges de la télé-réalité, je crois, et l'île de la Tentation. Mais j'ai du mal à suivre ça aussi. Moi, je pense que les deux émissions qui s'y prêtent le mieux là, il y en a une que je préfère à l'autre. Ils pourraient faire un truc retour dans le passé et faire Love Story. Ça serait quand même très drôle. Et l'autre truc, c'est un Top Chef ou un Master Chef, je sais plus comment ça s'appelle. Mais un truc de cuisine avec Jonathan Cohen qui cuisine n'importe quoi et le reste du casting aussi. Puis il y a un jury qui serait marrant. Mais je pense qu'ils vont aller sur un truc très simple. Hein. Ils vont pas. C'est assez peu probable. Top Chef, Top Chef ou Top Gear.
Je pense que c'est peut-être en vrai, les deux plus gros contenders. Top Chef. Top Gear, mais ils peuvent pas Top Gear. Pourquoi? Bah, enfin, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Bah, des accidents de voiture en permanence. Tester des Peugeot et... Des accidents de voiture, des reviews de voiture où il n'y en a pas une qui termine pas en flamme. C'est Top Chef, c'est à mon avis le plus facile parce qu'il faut aussi penser Oui, budget de Top Chef, production. c'est hyper facile. Ah oui. Top Chef, c'est le plus facile à faire. D'avoir une cuisine avec un certain nombre de membres de la cuisine qui sont tous dépités de voir Marc qui connaît rien à la cuisine, qui a en permanence des idées pour des nouvelles recettes. Top Chef, t'as presque l'impression que ça s'écrit tout seul, quoi. Ça, il pourrait, Oui, il je pourrait. pense. Et si Oui, Marc oui. reprenait le restaurant pour aveugles, tu sais, le restaurant où tu manges dans le noir de la première saison, ça fait une espèce de méga boucle. Ouais. Et il en a marre parce qu'il peut rien voir pendant qu'il cuisine, et c'est juste qu'il a pas pensé qu'en cuisine ils avaient le droit d'allumer la lumière. Enfin, il y a un truc autour de Top Chef, je pense qu'il serait marrant, quoi. Ouais. Allez, à toi. Balance une news. Alors, mon ordinateur était en train de s'éteindre. Première news un petit peu sympa, c'est la news de Christopher Nolan, qui a, en tout cas quelqu'un de son équipe, a sorti le scénario de... Là, je parle vraiment du scénario physique du Oppenheimer en ligne. Il est, alors de ce que j'ai compris, pour les Américains, il est libre de lecture si c'est à des fins d'apprentissage. Et du coup, donc le PDF est trouvable en ligne. Allez sur Google ou sur DuckDuckGo ou sur Quant si vous aimez, si vous êtes French. Moi, personnellement, je suis Quant. Et donc, pour trouver ce petit PDF, et Moi, je suis Internet Explorer. et Très, très bien. ça je vous n'a conseille. aucun rapport. Voilà. En un mot, tu viens de nous montrer tout ton âge, quoi. C'est comme ma grand-mère qui disait, mais c'est quoi ce monsieur Internet? Toi, là, tu viens de nous faire la même. Et du coup, et visiblement, donc le scénario étant écrit entièrement à la première personne, et du coup, on commence à sentir sur certaines zones des envies de réalisation, et surtout on sent l'évolution entre le scénario et l'adaptation à l'image. Donc si vous êtes très fan d'Oppenheimer et que vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller le regarder. C'est rare qu'un scénario est comme ça donné librement aussi rapidement. Donc je ne peux que vous conseiller d'aller le trouver sur visiblement Internet Explorer, comme le dit Kerr. Mais attends, quand tu dis que j'ai vieilli, là, c'est-à-dire que quand toi, tu vas checker tes mails, tu dis pas je surfe? Tu dis pas ça? Je surfe? Non? C'est plus Enfin, on tendance? sent le gars qui a un mail Wanadu, quoi. Enfin, là, c'est vraiment, tu sais, c'est quand tu vois un médecin qui te donne son mail Wanadu, tu sais que lui, c'est un vrai. Tu sais que lui, pour aller regarder ses mails, c'est une aventure qui lui prend la matinée, quoi. Donc, ok. Alors, passons à la suite. Alors, grosse news qui n'a pas d'impact sur vous et moi tout de suite, mais qui va en avoir sur de nombreuses années. La dernière fois que j'avais dit ça, c'était pour le début des grèves. Donc attention. Warner vient de supprimer ses pactes avec les sociétés de production scénariste. Alors là, vous vous dites, c'est bien, c'est super, on s'en fout. Et j'ai envie de te dire, non, tu ne t'en fous pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les gros créateurs de séries, donc J.J. Abrams, Donald Glover par exemple sur Atlanta, Lisa Joy, Jonah Nolan par exemple qui avait un deal chez Amazon, Greg Bentali, Mindy Kaling, et donc tous les créateurs de ces grosses séries en fait sont alors je dis tous, une grande partie, en tout cas tous ceux que je viens de citer, étaient en deal d'exclusivité avec des plateformes. Donc Jonah Nolan, quand il écrivait un scénario, Amazon avait le droit de premier regard, donc c'est-à-dire qu'il pouvait décider de le produire ou pas, et il ne pouvait pas aller dans n'importe quel endroit, il ne pouvait pas le décider que en fait sa série elle partait chez Netflix et elle était faite par tel réalisateur, machin. C'est Amazon qui avait le droit de décider. Avec les grèves, les productions sont coupées, les grosses sociétés de production sont de plus en plus en train de dire qu'elles ont des problèmes financiers pour justement justifier qu'elles ne valident pas les demandes des grèves. Et du coup, eh bien, ils viennent de couper les deals avec tous les gens que je viens de vous citer. Ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la prochaine saison ou la prochaine série de Jonah Nolan
pourraient ne pas être sur Amazon, pourraient être sur Netflix. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que des projets, des séries dont on voyait potentiellement plusieurs saisons, pourraient ne pas avoir de suite parce que son créateur préfère aller ailleurs. Il y a Donald Glover qui était depuis longtemps teasé sur des nouveaux projets. Là, il y a de fortes chances qu'il se barre et que ces nouveaux projets qui étaient un peu mis en pause, notamment parce qu'il était sur Atlanta ces derniers temps, voient le jour. Ce qui le rend, pour rebondir sur ce que disait Kerr, le rend moins disponible sur une série potentielle, Lando, etc. Donc, petite news, mais gros impact. Ça va faire beaucoup de nouvelles séries d'ici 1 an, 2 ans. Beaucoup de nouveaux concepts qui vont sortir et peut-être un petit peu moins de suite directe sur des séries qui, du coup, sont en deal avec des producteurs qui seront peut-être plus là. Voilà. C'est pas joyeux tout ça, mon cher Greg. C'est pas joyeux ou c'est très joyeux parce qu'en fait, si ça si ça permet aux créateurs d'aller faire peau neuve, d'aller trouver des nouveaux concepts, d'aller aller ailleurs, moi je trouve que c'est pas une mauvaise chose. Hein. Si on peut ne pas avoir la saison 3 d'une série, franchement, La Roue du Temps. La Roue du Temps, Amazon Prime a l'air de s'en foutre, mais complètement. C'est-à-dire que la seule promotion sur La Roue du Temps que j'ai pu voir, c'est sur Amazon Prime. C'est-à-dire que tu vas sur Amazon Prime, ils disent « Ah, au fait, on a sorti cette série ». La saison 2 sort, et on a juste l'impression que c'est quelqu'un qui dit « Bon, bah, ok, ça fait pas les chiffres qu'on voulait, alors on va juste la sortir pour la sortir, et puis c'est tout ». S'ils sortent de ces deals-là, ça veut dire qu'en final, les personnes qui sont sur une série ne vont pas être obligées de faire une saison 2 pour faire une saison 2, ils vont partir et faire autre chose. Voilà, c'est pas si mal. Oui. Puisque tu parlais de gros studios, mon cher Greg, je vais continuer avec le big boss de Warner, David Zaslav, donc le directeur général de Warner Bros. Discovery, car c'est ce qu'il a mis sur son profil LinkedIn. Il a dit que en fait il y avait un problème de propriété intellectuelle chez Warner et que globalement les grandes franchises que possédait la Warner, ils ne les utilisaient pas assez. Il parle de DC, il parle du Seigneur des Anneaux, intéressant. Rappelons quand même que c'est Amazon là qui fait la série, mais Amazon n'a pas du tout tous les droits, et loin de là, sur le Seigneur des Anneaux. Et Harry Potter. Et il a dit une phrase qui est intéressante. Il a dit « Nous n'avons rien fait sur Harry Potter depuis plus d'une décennie. Nous n'avons rien fait aussi avec le Seigneur des Anneaux. » Potentiellement, du côté de la Warner, comme il y a eu un paquet de films d'ici qui se sont un peu écroulés, malgré le succès de Barbie, il y a quand même une volonté d'aller se renouveler. Et là, le renouvellement pourrait se faire par un recyclage. Nouveau concept. Avec donc Harry Potter et le Seigneur des Anneaux. Mais c'est complètement faux. Pourquoi ? Les Animaux Fantastiques, c'est de 2022. Ouais, c'est vrai. C'est très étonnant d'ailleurs. Maintenant que tu le dis, mais tout le monde a oublié les Animaux Fantastiques. Lui, la Warner aussi. Non, mais visiblement. C'est qu'en fait, dans sa tête, comme les Animaux Fantastiques, c'est un four, du coup, il se dit bah non, mais en fait, c'est Harry, il faut faire sur Harry. Ce qui a amené, à mon avis, à la décision on refait une série Harry Potter sur les livres. Qui est une décision qui est extrêmement étrange quand on sait à quel point les films sont aimés. Oui, mais plus je lis les bouquins, et on en a parlé en off, plus je trouve que l'idée d'une série fidèle au bouquin, c'est une super idée. Mais moi, j'ai hâte de la voir, cette série. La barre, elle n'est pas ici, elle est là où ce n'est même plus dans le cadre. Non, tu mets le pognon, tu respectes bien l'univers, tu adaptes vraiment les bouquins avec toutes les parties. Le public va surkiffer. Mais c'est ça, mettre la barre haute. Mais c'est refaire un casting, avoir un réalisateur de la taille de Chris Columbus. Enfin, c'est possible. C'est possible. Mais la barre, elle est hyper haute. Regarde comment la roue, les anneaux de pouvoir a essayé de mettre la barre haut et au final, c'est vautré sur ce qui est le plus important, la réalisation et le scénario. Ouais. Ouais, non, mais moi je reste emballé par cette idée de série sur Harry Potter. Mais du coup, je vais continuer. Attends, ça veut dire que le Seigneur des Anneaux, qu'est-ce qu'ils vont faire quoi ? Ils ont les droits. En fait, moi je ne sais pas s'ils ont les droits du Silmarillion et des autres contes.
C'est pour ça que j'ai hâte de voir ce qui va en sortir en fait de cette annonce. C'est mystérieux, mais ils ont les droits déjà sur la trilogie. Parce que ça veut dire quoi? Ça Ils veut dire peuvent- qu'ils vont nous faire une série sur la trilogie? Ce serait marrant ça. Maintenant, ils peuvent refaire la trilogie. Complètement fou. Ils peuvent. Non mais bah bien sûr, c'est un mec qui te regarde et qui dit je vais sauter. Je suis sur le bord de la falaise, je peux sauter, je vais sauter. Bah oui, ils peuvent faire des conneries, oui. Non, le truc, Ils peuvent faire un nouveau concept. Tiens, j'ai une idée. Disney adapte ses dessins animés en live. La Warner a qu'à adapter ses plus grands succès live en dessin animé. et s'ils les adaptaient en clips musicaux, puisqu'on y est. Bah, écoute, moi j'ai une idée. Tu valides pas. C'était une idée. Ok. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces grosses boîtes, elles sont vraiment là pour cracher. Elles veulent nous faire cracher de l'argent. Ils ont envie, tu sais, il y a le truc du jackpot, là, ils tirent, et puis ils se disent, mais ça marche pas, là, la petite sirène, non, ça marche pas, Indiana Jones, ça marche pas, là, moi je veux le jackpot, là. Et du coup, ils nous sortent des trucs de plus en plus sortis de n'importe quoi, et accessoirement, ils se concentrent de plus en plus sur les grosses licences. Mais bon, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que maintenant, Star Wars n'a jamais été aussi petit que depuis la sortie du premier film, quoi, enfin du quatrième. C'est ouais, l'essorage d'une licence. Ouais. Alors moi j'ai une petite news avant de te permettre d'en faire d'autres. Me permettre. Qu'il y a eu un Grand seigneur. ouais, grand seigneur, t'as vu. Il y a eu la sortie du trailer de Aquaman, The Lost Kingdom, qui sortira donc le 20 décembre. Ça n'est pas une blague. Et vous allez me dire, mais ça, il va encore descendre d'ici, il va encore descendre Aquaman. Oui, mais pas que. Je vais surtout parler de stratégie qui m'étonne énormément, puisque le 20 décembre, il y a toujours la sortie de Wonka. Donc, et ce sont 2 films de la Warner. Ils sont actuellement en train de faire la promo pour les 2 films. Vous allez me dire, ça touche pas le même public. Ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, dans les marchés actuels, ça n'a aucun sens. Déjà parce que, par exemple, aux US, les recettes, ils visent énormément sur l'IMAX. Et là, actuellement, il n'y a pas de partage des séances entre 2 films. C'est un film qui a une exclusivité IMAX sur toute la semaine. Et d'ailleurs, le report de Dune a fait énormément de bien à Disney, puisque The Marvels a récupéré des semaines que devait avoir Dune en IMAX. Et là, donc tu vas avoir Aquaman ou Wonka en IMAX. Les gens qui voulaient aller voir les deux, bah, ils vont finalement, probablement par temps ou par pouvoir d'achat, faire un choix. C'est extrêmement bizarre et c'est très rare de voir un studio sortir 2 gros films le même jour. Et ça en dit long sur moi, pour moi, sur la qualité soit des deux, soit d'un des deux. Et en l'occurrence, celui que je pointe du doigt, c'est Aquaman and the Lost Kingdom. Pourquoi? On le redit, il y a eu les projections tests. Donc les projections tests, ce sont neutres, hein, c'est pas des influenceurs et tout qui vont à une avant-première, pas du tout. Ce sont des personnes qui regardent le film et qui donnent un avis objectif sur le film avant la sortie pour savoir si le studio va dans le mur ou pas. Les projections tests, les gens sont sortis en disant que c'était le pire film d'ici. Du DCU. Mais à l'époque, ils n'avaient pas vu Blue Beetle. Donc déjà, déjà ça c'est première remarque. Deuxième remarque. Non, mais c'est peut-être les mêmes personnes. On n'en sait rien. Je tiens à faire une remarque importante. Je trouve que tu as un discours passéiste. C'est un discours de personnes des années 50 qui analysent le marché du cinéma. Tu es en train de dire que 2 films qui sortent le même jour ne peuvent pas être des succès. Je vais te parler de Barbenheimer. Ah oui, tu vas dire Barbie et Oppenheimer. Et en fait, ils se sont peut-être dit... Ils vont pas le réitérer. Ils se sont peut-être dit chez Warner, Barbenheimer, c'est 2 bons films qui sortent le même jour, c'est un méga succès. Est-ce qu'on peut pas aller encore plus loin en sortant 2 mauvais films le même jour pour que les gens soient dégoûtés d'une séance? Ils vont voir l'autre. Et comme ça nous fait 2 fois du pognon. C'est peut-être une méthode. Ouais, non, j'ai un peu. Après, je pense que le Wonka avec Timothée Chalamet, j'ai du mal à croire qu'il va fonctionner. D'ailleurs, j'ai jamais aimé Charlie et la chocolaterie. Voilà, je le dis, je sors du truc. Depuis, tout le monde dit mais c'était trop aussi. bien et tout. Et l'ascenseur de verre. Et moi, je trouve qu'il est mieux. Et franchement, c'est toujours pas foufifou.
Mais je sais pas pourquoi est-ce que les gens sont aussi attachés avec Charlie et la chocolaterie. Je pense qu'en fait, c'est juste d'avoir un bouquin sur le chocolat. Les gens, c'est un kiff. Mais je n'ai jamais compris le kiff de Charlie et la chocolaterie. Voilà, je le dis. Eh ben, si vous voulez un film sur le chocolat, regardez Seul sur Mars. Ah, Ah, je l'avais pas, tu ah, vois. Tu vois. ah, eh ben, hein. Ouais. Bref, moi je suis très sceptique. Alors donc les premiers retours sur Aquaman 2 étaient catastrophiques. Et là le trailer donc est sorti bon et m'a pas fait vomir et développe quelque chose qui est intéressant. Et je me suis dit mais c'est incroyable ce film. Ça, là dans le pitch en gros on a donc Aquaman qui va s'allier à son frère Orm. Je sais plus Orm ou Orm, je confonds. Peu importe, donc Patrick Wilson, pour faire face à Manta. Ok. Donc là, globalement, on est d'accord que le héros qui s'associe à son frère, qui était méchant dans le film d'avant, ça s'appelle Thor en fait. On est d'accord. Et ils développent énormément ça, notamment dans la promo, où ils disent que ça va être le film. Alors, et c'est là où c'est génial, ils disent que le film va être une bromance entre les deux, et que le premier était une romance. Et ça explique pourquoi Amber Heard a été autant coupée au montage. Est-ce que tu penses que quand il envoie son trident, le trident revient? Pourquoi? Il tourne son trident, ça, il envoie et il revient. Et est-ce que Ah, il y a que quelqu'un tu vois, qui est l'élu, qui peut soulever le trident? qui peut soulever le trident de la mer? Tu crois ou pas? Est-ce qu'à un moment, Aquaman va prendre le trident comme ça et avec tous ses amis derrière lui et dire Poisson rouge, assemble. Tu crois qu'il va le dire ça ou pas? Ça aurait de la gueule. Ça, et en plus, ça serait original. Ouais. Bref. J'ai fait une remarque et là maintenant j'ai honte d'avoir parlé. Bah, donc je disais Amber Heard parce qu'ils l'ont coupé bien évidemment suite au procès avec Johnny Depp, hein, ne soyons pas dupes. Mais donc là ils essayent d'expliquer pourquoi Amber Heard n'est pas là et sans donner les raisons, hein, bien évidemment. Bref, voilà pour Aquaman. On verra le verdict, ça tombe le 20 décembre. Et comme cette année Noël tombe le 25, c'est donc 5 jours avant Noël que sort Aquaman. Voilà. À toi, mon cher Greg. Eh ben, deux petites news rapides. La première, vous le savez, hein, c'est quoi un dimanche matin pour moi classique? Eh bien, j'épluche un petit peu les taxations de la Californie et qui obtient des ristournes et des investissements de l'État de Californie. C'est une passion. Il y a des gens qui font des trucs. Moi, vraiment, décidément, j'ai l'air de me faire chier. Et ce qui est marrant, c'est que Moi, je vais à la chasse. l'État de Californie a donné 20 millions de dollars, puisque c'est la Californie, en crédit d'impôt pour Quentin Tarantino et son prochain film, donc le Movie Critic, et donc le critique ciné. Ce qui veut dire que le film doit avoir son scénario, qu'ils doivent avancer sur le cas. Parce qu'on ne donne pas 20 millions comme ça en disant Tarantino, sympa. Normalement, on fait ça quand il y a un peu plus. Et ce qui est surprenant, c'est qu'il n'y a pas de société, il n'y a pas de major, il n'y a pas Warner, il n'y a pas qui n'est associé au film, ce qui est étonnant. Donc, est-ce qu'il va vraiment continuer en solo, notre Tarantino, ou il va re-signer Sony? On verra. Mais moi, j'ai très hâte, de par la chaîne, j'ai très hâte de voir le critique ciné, parce que Tarantino n'aime pas beaucoup les critiques ciné. Est-ce qu'il va déchirer les critiques ciné et du coup, eh bien, il n'y aura plus de magazines, plus de site internet? Est-ce que du coup, on va devoir fermer la chaîne YouTube Mon Cher Caire, même si bon, on n'est pas des critiques ciné professionnels, on est juste deux copains qui parlent films et séries. Mais j'ai très très Toi hâte. aussi, hein, tu vas loin dans tes délires. Déjà, On est j'ai d'accord. hyper hâte de voir du coup le prochain Tarantino, parce que ça reste un réalisateur qui a toujours fait des films
qui était assez coup de poing et qui faisait réfléchir sur le cinéma. Mais là, il avance lourd, hein, parce que 20 millions, encore une fois, on ne les donne pas à n'importe qui. Enfin bon, moi j'ai hyper hâte. Et deuxième annonce, donc là au moment où on enregistre, on enregistre le 15 septembre pour que vous ayez l'info. Il y a tournage, il y a quelques jours, il y a eu encore tournage de Walking Dead Daryl Dixon à Paris. Visiblement, c'est des reshoots, la série est déjà sortie, mais ils sont revenus tourner du zombie qui vient casser de la ville de Paris. Donc je dis ça parce qu'il y a encore du monde qui disait mais qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ces gens, pourquoi est-ce qu'ils ont encore brûlé des voitures. Ce n'est pas une manif, c'est un tournage et c'est juste des zombies et pas des casseurs. Voilà, donc ne vous inquiétez pas. Et du coup, ça m'a rappelé que la série existait. Et du coup, Kerr, toi, tu voulais en parler de cette série. Alors, oui, mon cher Greg, alors, un truc sur Daryl, la série vient de commencer, tu l'as dit, et elle est en France, et elle n'a pas de diffusion française. C'est quand même cocasse. Jusqu'à présent, toutes les séries The Walking Dead, donc The Walking Dead, Fear, Beyond The Walking Dead et la série Negan et Maggie, donc Dead City, avaient eu une diffusion française. Et là, bah, rien. Du côté de Netflix, on a dit non. Du côté de Prime, on a dit non. Du côté d'OCS, on a dit non. Et donc, pour l'instant, pas de diffusion française pour Daryl Dixon en France. Pour une série qui est tournée sur notre sol, c'est plutôt cocasse, je trouve. Est-ce que ils disent pas tellement Ouais. de trucs salés sur les Français qui se sont dit mieux vaut pas la diffuser en France. Imagine si la série en fait elle est secrètement hyper raciste avec que des clichés américains. Ah bah, Bah, heureusement justement, que c'est des zombies hein, parce qu'ils travaillent et- plus maintenant qu'à l'époque. et non. Imagine la série qui est Le- imbitable pour un Français à regarder. Ah mais ce Bah, zombie justement, il est plus apparemment, salaire non. que les Français. Le truc qui serait insupportable à regarder. Les critiques, justement, des premiers épisodes sont mitigées, mais ne pointent pas du doigt ce point-là. Donc, non, je pense pas. Je pense que je ne sais pas l'expliquer. Peut-être Merci qu'il y a de plusieurs répondre du coup éléments. très sérieusement Il y a- à ma Non, question. non, qui mais était par exemple, pas du tout sérieuse. on peut imaginer que sur la négociation des droits, comme la série se déroulant en France, AMC a pu se dire bah, que le public français allait être vraiment intéressé et a demandé, par exemple, un peu trop à un diffuseur français, ce qui est une possibilité. Peut-être que Dead City ou Beyond The Walking Dead n'ont pas marché, que Fear ne marche pas, c'est le cas en termes d'audience. Peut-être que ils attendent ou juste ils se retirent. Et là, un autre cas, ça peut être Netflix qui au contraire justement attend. Et c'est là-dessus que je voulais arriver. C'est que là, The Walking Dead vient de se terminer sur Netflix. Netflix peut attendre un petit peu, récupérer les droits français de Daryl et puis le diffuser dans quelques mois. Là, les gens sont sur The Walking Dead, ils terminent. Il y a un petit temps entre la diffusion de The Walking Dead et de Daryl sur Netflix. Ça serait pas déconnant, je trouve. Donc voilà. Je vais enchaîner avec un sujet qui te tient à cœur, mon cher Greg, c'est les IA. Et avec la déclaration de plusieurs réalisateurs qui commencent à s'exprimer très clairement sur le sujet. Alors, il y a Wes Anderson qui a descendu les IA. Il y a Guillermo del Toro aussi qui a descendu les IA et qui lui a dit qu'il s'en moquait complètement, que des personnes veulent faire des films avec les IA. Il a dit s'ils veulent aller vite et obtenir quelque chose de merdique, c'est leur problème. Donc visiblement, il ne pense pas qu'on peut faire quelque chose de bien avec les IA et il a bien raison, Guillermo. Et par contre, il y a un autre réalisateur qui a fait un témoignage que j'ai trouvé très intéressant. C'est Tim Burton. En fait, il réagissait dans une interview et il faisait une interview et il y a une des questions qui concernait ce qui était sorti cet été sur BuzzFeed où il y avait il y avait une IA qui avait repris en fait les personnages de Disney mais à la sauce Burton. Donc on voyait Dark Mulan, Dark Elsa, en mode l'étrange Noël de Monsieur Jack, etc. Et en fait, bah, ça a fait beaucoup le tour des réseaux sociaux, etc.
Et Burton a vu ça et il a dit qu'il avait l'impression que les IA avaient aspiré, que les IA, en termes de créateurs, que les IA aspiraient son âme. Euh, que ça enlève quelque chose donc à son âme, à son psychisme, et que ça le perturbait beaucoup. Il a dit c'est comme si un robot prenait votre humanité, votre âme. Et en fait, c'est ça en fait. Alors là, il utilise des termes très forts, mais on a vraiment l'impression que le créateur se fait voler son œuvre, son savoir-faire par une IA. Et là, on le voit avec des images qui ont fait rire tout le monde. Mais c'était un peu ça, tu vois. Et il y a de plus en plus d'IA qui font ce genre de choses, notamment sur les personnages. On a vu ça récemment, par exemple, sur des personnages d'Harry Potter, qui étaient refaits à la sauce Burton, à la sauce Pixar, etc. Euh, c'est un peu dommage, parce que tu vois, si un jour il y avait eu improbable, mais un crossover Harry Potter Pixar, on a déjà eu des IA qui nous ont montré ce que ça pouvait donner. Donc en termes de créativité, c'est encore une fois une preuve les IA, c'est à utiliser plus qu'avec parcimonie. Et on a vraiment le cas de... Nous, ça nous a fait marrer de voir Elsa en Burton, mais ça n'a pas plu à Burton et je peux comprendre en fait. Tout à fait, je peux comprendre. Et toi, mon cher Greg? Bah, tu connais un peu mon avis. Moi, je suis. Alors, pour résumer, moi, je suis d'accord avec les majors de studio qui ont dit qu'il ne fallait pas qu'ils se laissent avoir par cette nouvelle résolution et qui demandent des droits et que tous les auteurs demandent des droits aux IA, puisque les IA s'entraînent et simulent le créateur. Donc, déjà, la question, c'est est-ce qu'on doit les laisser Ah, parce qu'elle simule en plus. en fonction et pas voilà, t'es sur une pente glissante. Et le truc c'est que ils puissent aller ou pas sur les IA. Bon, ça c'est déjà un premier truc qu'on devrait en tant que société réfléchir. Et le deuxième truc c'est est-ce que oui ou non les créateurs devraient du coup avoir des revenus parce que là les IA ont un comportement qui est quand même qui est très très proche. Est-ce que c'est du vol? Est-ce que c'est du plagiat? Enfin, la question se pose beaucoup, quoi. Donc, parce que le fait de dire c'est de l'adaptation, il y en a toujours eu. Là, c'est pas de l'adaptation. Quand tu fais dans le style de Burton, c'est plus que de l'adaptation. Donc, je pense que les questions sont intéressantes. Évidemment, moi, mon point de vue, c'est que tous les créateurs, on l'avait couvert en news il y a longtemps, tous les créateurs importants qui sont sur ChatGPT, etc., ont signé chez Bard du côté de Google ont signé une pétition pour dire qu'il fallait que les IA soient contrôlées au même niveau que la bombe nucléaire. Moi, je pense qu'ils ont raison. Mais pour l'instant, visiblement, les élus ne sont pas très intéressés. Ils regardent des papillons. Je sais pas. Il y a un truc qui cloche dans la gestion. Au contraire, hein, on a eu récemment Bruno Le Maire qui a dit que la France devait investir massivement dans les IA, etc. Donc, En tout cas, de belles législations. Dis-moi, ça te dit pas, on change complètement la vidéo? Là, on faisait les news. Ça te dit pas, on fait genre maintenant, on transforme la vidéo en dégustation fromage. Tu sais, le fait de parler d'Ardisson et de la France, ça, je me suis dit, mais si je me prenais un petit pain et du fromage là, tranquillou. oui, mais tu me prends un peu au dépourvu parce que moi, j'ai littéralement rien à manger. Vas-y. Bon, ok, t'es pas dans le truc, on continue les news. Mais de toute façon, moi, n'ayant plus de news, je propose à toi, à moi et à toutes les nombreuses et au langage français de nous rejoindre. De tout simplement aller manger et de mettre un terme à cette vidéo, mon cher. Mais moi, j'ai pas fini. Qu'en penses-tu? Alors, moi, dans cette vidéo, Kerr vous a conseillé d'éteindre la vidéo quand c'est moi qui parle et m'a dit qu'il allait me donner le droit de faire des news. Je sais pas ce qui s'est passé chez Kerr cette semaine, mais ça doit être quand même salé. Alors du coup, je vais aller vite, hein, puisque visiblement Kerr ne me laisse pas le temps et j'ai peur qu'il coupe la vidéo avant que je puisse finir. Il y a la série Gen 5, Gen V pour être précis, qui sera diffusée le 29 septembre sur 2023. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que cette série que Gen V? Eh bien, c'est le spin-off de The Boys qui va sortir sur Amazon Prime. Et cette série,
c'est l'univers trash de The Boys avec les super-héros et tout. Donc, le Compound V, c'est le produit qui s'injecte pour avoir des super-héros. Et le truc, c'est que c'est dans une ambiance d'école dans personnes qui ont des super-pouvoirs. Donc, en gros, le pitch, c'est Harry Potter rencontre The Boys. Cette série, si elle est juste bien réalisée à peu près, c'est un carton monumental potentiel. C'est-à-dire que Harry Potter The Boys, le truc qui se croise de nulle part, moi je pense que ça peut vraiment fédérer des gens de toutes les générations. Donc ça peut être un carton et ça sort dans pas longtemps et j'en avais pas entendu parler. Avec le avant. fils de Schwarzenegger en casting. Ensuite, il y a Doom Patrol qui n'avait aucune news sur une suite. Eh bien, sachez qu'ils ont juste attendu le dernier moment pour nous prévenir. Et donc, pour ceux qui attendent cette saison 4 de Doom Patrol sans avoir aucune information sur quand est-ce que ça va être diffusé, eh bien, on a enfin l'info le 12 octobre 2023 sur la plateforme Max aux États-Unis. Et on peut supposer que ce sera donc dans les packages Warner dans d'autres pays comme par exemple la France. Eh bien, ça sort le 12 octobre 2023. Voilà, c'est une série qu'on aimait bien. Je sais que moi, c'est assez bizarre parce que j'ai vraiment adoré cette série sur la saison 1 et au final, j'ai pas continué à regarder. C'est marrant, moi pareil. Et c'est la dernière saison parce qu'elle a été annulée suite à la fermeture de la plateforme DC où elle a été diffusée, comme Titans d'ailleurs. Et la dernière saison, alors je ne sais pas si Doom Patrol a suivi qualitativement, ça a continué d'être aussi bon. Par contre, Titans, on avait regardé aussi ensemble le début. Moi, je suis allé jusqu'au bout de la série et sur la fin, c'est vraiment, vraiment mauvais. Hein. C'est impressionnant. Voilà. Donc là, tu vois, Titans, ça termine, c'est niveau les moins bonnes saisons du Arrowverse. Hein. Donc c'est assez chaud. Allez, continue, mon cher. Allez, la jeunesse, là, vous pouvez parler, là. Du coup, Monsieur Internet me laisse parler. Loki, saison 2, on vient d'apprendre que la série démarrait juste après la saison 1 en termes d'action. Donc il faut vraiment vous attendre. Regardez-vous les 2 derniers épisodes, surtout le dernier épisode juste avant pour pouvoir vous remettre dans le bain. Et puis cette scène avec celui qui reste, je sais pas comment on dit en français, The Who Remains. Eh bien, moi j'ai trouvé qu'elle était vraiment exceptionnelle. Je l'ai revue d'ailleurs il n'y a pas très longtemps. Du coup, et l'autre point, c'est que Jonathan Majors, et oui, dont on n'entend plus parler depuis les allégations. Et si justement, tu vas voir, je vais rajouter un truc compliqué. Et du coup, eh bien, Jonathan Majors apparaîtrait pendant à peu près la moitié de la saison 2, d'après Hollywood Reporter. Je pense que c'est aussi ce truc, tu sais, de quand tu mets un petit doigt de pied dans l'eau pour voir si c'est trop froid ou si tu peux plonger. Je pense qu'il y a un peu de ça dans la série Loki. Et puis aussi, ils avaient beaucoup tourné. Ouais, et tu parlais de Jonathan Majors, c'est vrai qu'il avait été discret, en tout cas, on n'avait plus vraiment entendu parler depuis les accusations de violence sur sa compagne. Et là, il commence à communiquer sur donc Loki saison 2 et sur Jonathan Majors et réapparaît sur les internets comme par magie une vidéo où Jonathan Majors sépare 2 filles en train de se battre très violemment dans la rue et Jonathan Majors intervient et les sépare tel un héros. Donc voilà, est-ce que c'est de la communication extrêmement maladroite? Je ne sais pas, on verra. Mais voilà. Est-ce que tu ne penses pas que c'est Ray Donovan, le fixeur, qui a réglé cette situation? Il dit, je te trouve 2 filles et toi tu les sépares, c'est des catcheuses. Alors ceux qui n'ont pas vu la série Ray Donovan ne savent pas de quoi tu parles, mais oui, en effet. Ray Donovan est une série excellente, dont la première saison est surtout focus sur le fait d'être un fixeur, celui qui règle les problèmes des grandes célébrités. Les problèmes des stars hollywoodiennes, précise. Les problèmes des stars, ouais. En effet, et une très bonne série qu'on vous conseille chaudement d'ailleurs. Il y a Eddie Marsan qui joue dedans et qui est très très Ok, bon. On enquille avec ma dernière news. Alors, Kerr, quand tu es un petit pays, tu es un petit général dans un petit pays et tu es face à toi à une coalition. Tu as plusieurs États vraiment armés, plus forts que toi.
qui sont en combat contre toi. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ta méthode pour essayer de gagner? Moi, dans ce genre de situation, je reset la partie. Hein. Une autre méthode est d'essayer de faire des alliances, d'essayer de casser cette alliance que tu as face à toi, de t'allier avec une des nations, comme ça petit à petit tu deviens toi-même plus grand et essayer du coup de combattre cette coalition que tu as face à toi. Eh bien, ce dont on vient de parler, ce n'est pas de l'histoire avec un grand H, mais l'histoire avec un petit H de la grève des scénaristes aux États-Unis. Et oui, en fait, la guilde, donc le SAG-AFTRA, la guilde des auteurs, a suggéré officiellement à l'alliance des boîtes de production, la Motion Pictures and Television Producers, de casser et de sortir de leur guilde, donc de sortir de la guilde des grandes motion pictures. Donc en gros, ils disent à Netflix, ils disent à Amazon, barrez-vous de l'association, puisque c'est les scénaristes négocient avec cette association qui est censée représenter tous les gros majors, donc Warner, Disney, etc., etc. Et en fait, ils disent, barrez-vous, faisons des deals directs, et si vous faites un deal, donc admettons Care et Netflix, si on fait un deal avec toi, Care, et bien du coup, tous tes films pourront reprendre, tes productions pourront reprendre, tu pourras reprendre aussi la communication et tout. C'est un moyen, du coup, pour les plateformes, pour les streamers, pour les majors qui ont le plus besoin de redémarrer et qui sont bloqués parce que, par exemple, Disney a l'air d'être vraiment contre les accords. Peut-être que, du coup, eh bien, ça va permettre de casser cette coalition. En tout cas, dans la côté stratégie, Total War ou étude un peu de l'histoire, j'ai trouvé que c'était très bien joué. On va voir ce que ça va créer. En tout cas, ça va créer des grosses tensions parmi les majors qui sont pour l'instant plutôt unis. Voilà. Moi, je trouve que c'était un bon move. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Kier? Oui, on verra ce que ça donne. Voilà. L'histoire avec un grand H, je sais que ce n'est ni ta spécialité, ni ton kiff. Du coup, je te laisse le mot de la fin, mon cher Kier. Eh ben, merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci aux tipeurs pour votre soutien. Cœur sur vous, cœur sur tout le monde. Passez une bonne fin de journée.